Le vendredi, la grande table laisse place à la parole critique. Toutes les semaines, nous parlons de l'actualité culturelle avec des professionnels de la profession. 4 ou 5 objets de culture de part et d'autre du journal. On évoque des livres, des disques, des films, des bandes dessinées avec enthousiasme et dans la belle contradiction. La critique. Lucille Como. Aujourd'hui, sous les feux de la critique, une mère qui fait des cabanes, une fille qui cherche le bon, une autre fille qui dit adieu et un calamar. Après le journal à 12h55, nous parlerons musique avec 2 albums, celui de la britannique Georgia Smith et du non moins britannique groupe Squid. Mais pour l'heure, je suis en studio avec Théo Ribeton qui fera le grand chelem de la critique aujourd'hui, qui est aussi critique aux un rock, et Thierry Chaise, rédacteur en chef de Première et critique à Ouest France, au programme 2 films en salle. Dans quelques instants, Petite Maman de Céline Sciamma, mais tout de suite, playlist de Ninantico. Je veux pas précipiter les choses. Non, mais t'as raison. C'est pas contre toi, hein, je sors d'une longue relation, je suis pas sûr de pouvoir gérer. Ça se passe bien au restaurant? On paye 40 € et on est traité comme de la merde. Moi, je vous traite comme de la merde? Vous nous traitez comme de la C'est merde. moi qui vous traite comme de la merde? Non, enfin, j'en ai marre. Si au moins j'avais l'amour pour m'attacher à quelque chose. Mais tu sais, Sophie, l'amour, c'est pas simplement se faire baiser dans les chiottes. Tu m'as dit je t'aime! Mais non, je t'ai pas dit je t'aime, j'ai dit j'éteins. Tu jouais ça à chaque fois? Presque. Même dans les chiottes? Ouais. T'as déjà mis un coup de boule à quelqu'un? Faut taper avec le haut du crâne. Tu vois, je t'avais dit de prendre plus d'élan. Alors attends, c'est quoi les premiers trucs à faire? C'est le coup? Au niveau du salaire, pour l'instant, on peut pas proposer autre chose que le SMIC. Alors moi, par contre, je dois te prévenir que je suis un vrai connard. Vous n'avez pas fait d'école d'art? Vous avez quel âge? 26 ans. Ah, c'est trop tard. Et après 25 ans, on va se faire foutre? True love will find you in the end. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. L'héroïne de playlist, c'est Sophie, interprétée à l'écran par Sarah Forestier. Contrairement à ce qu'elle dit dans la bande-annonce, elle a 28 ans. Elle voudrait faire de la bande dessinée, mais pour le moment, elle est serveuse. Elle voudrait trouver l'amour aussi, mais pour le moment, elle couche entre 2 portes avec un cuisinier du restaurant. Le film chronique en noir et blanc ses errements, ses essais dans le travail avec les hommes, les conversations avec les amis, dans l'attente que le vrai amour nous trouve à la fin, donc selon la bonne chanson de Daniel Johnston. Ninantico signe ici son premier film, mais on la connaît déjà pour ses albums de bande dessinée, souvent eux-mêmes à forte tonalité autobiographique. Théo Ribeton, un premier avis sur ce film playlist? Eh ben moi j'y suis allé d'abord un peu à reculons parce que je me suis d'abord dit que c'est un film qui est arrivé un petit peu tard parce qu'on a passé un peu la décennie à beaucoup les voir, ces personnages féminins qu'on a notamment appelés des attachantes, donc une figure qui a été marquée aux États-Unis par exemple Lena Dunham, l'actrice et créatrice de la série Girls, ou par un film comme Frances A avec Greta Gerwig. Et en France, beaucoup par Laetitia Doche qui joue dans le film, et donc dans la présence comme une espèce de grande sœur, forcément quelque chose de l'ordre de la transmission, ou du passage de relais. Bref, tout ça, ça a eu lieu, ce cinéma-là, ça a eu des prix, ça a eu des succès publics, ça a fait son temps, et je me suis d'abord dit que faire un film d'attachante en noir et blanc, comme Frances A, en 2021, c'était quand même pas trop se fouler, parce que c'était un peu capitalisé sur un film en kit, un peu prêt à l'emploi. Et je frissonnais un peu à l'idée que le film commence à enfiler les perles du genre, donc une héroïne gaffeuse qui se retrouverait dans des situations humiliantes, qui parle Parce que la bande-annonce laisse plus ou moins absolument, entendre. et qui parle crûment de sexe avec ses copines, ce qu'on entend aussi dans la bande-annonce, qui enchaîne les petits boulots merdiques, les mauvaises histoires sentimentales, enfin des choses quand même très balisées. Et en fait, heureusement, le film, je trouve, s'avère beaucoup plus équilibré
et soucieux d'être juste, dans les deux sens du mot juste, c'est-à-dire juste avec ses personnages qui sont pas trop dégradés en fait, donc notamment l'héroïne, et juste dans le ton, c'est-à-dire essayer d'éviter les écueils un peu théâtraux de ce genre-là, et un peu le gag facile, le burlesque facile. Il y a quelque chose d'assez nuancé, d'assez subtil. J'ai vu le film 2 fois, parce que je l'avais un peu oublié, et que comme il est sorti mercredi, j'y suis retourné, et je me suis rendu compte qu'en fait c'était ça même dès les premières minutes du film, c'est-à-dire que Sarah Forestier finalement est un personnage qui correspond pas tellement en fait au cliché de l'attachante, qui est une fille assez dégourdie avec de l'ambition, et qui est intégrée en fait, assez socialement bien intégrée. Donc en fait voilà, le film m'a fait finalement la bonne surprise de sa maturité par rapport à voilà. Thierry Chaise. Moi, je craignais aussi notre écueil qui était la personne qui vient de la BD et qui arrive au cinéma et qui d'un seul coup a du mal à se faire sa place, ou alors vraiment essaie trop de faire BD. Et moi, j'ai vraiment fonctionné. Moi, ça me prend par les sentiments. On écoute Daniel Johnston et il y a une voix off faite par Bertrand Belin. Déjà, moi, je suis conquis. Qui est un chanteur, Bertrand Belin. Un chanteur avec une voix très grave, très reconnaissable, très belle. Je suis aussi conquis par qui elle réunit devant sa caméra, Niantico, c'est-à-dire qu'en effet, Sarah Forestier, Laetitia Doche, Grégoire Collin, L'Homme Pâle, Pierre Letin, qu'on a connu dans Les Tuches 3, par exemple. Et L'Homme Pâle, non, c'est Lescope. Lescope, pardon. Lescope. J'ai eu un doute. Non, c'est Lescope. et Pierre Letin. Donc, il y a cette espèce de... Elle débarque au cinéma, à la fois en continuant à parler d'elle, avec tout ce qu'il faut d'esprit BD, et donc les petits clins d'œil qui fonctionnent, et en nous rentrant en effet dans une histoire où, là je suis totalement d'accord, c'est pas juste l'éternelle histoire de la fille qui cherche l'amour et qui, s'il y a une happy end, va la trouver, et s'il n'y a pas d'happy end, c'est vraiment trop dur la société comme Calimero, et qui cherche un travail en même temps. Et elle arrive à mener ces deux choses-là à travers cette figure de Sarah Forestier qui, moi, est une actrice qui m'épate vraiment. C'est-à-dire que L'Esquive, Le Nom des gens, Suzanne, ce film-là, je trouve que, par exemple, par rapport au Nom des gens, on peut voir une certaine proximité, mais dans son interprétation, elle sait amener le film ailleurs. Et tout ce dont parlait Théo, qui aurait pu arriver, n'arrive pas aussi, parce que elle a cette modernité, elle a cette finesse dans le jeu, de s'emparer de quelque chose qui peut être archétypal pour l'amener très tranquillement ailleurs, et jouer surtout avec Laetitia Doche et pas faire un combat entre deux filles explosives. Oui, c'était dangereux presque de placer Laetitia Doche à cet endroit-là du film, donc comme un personnage secondaire, ce qu'on d'ailleurs... On peut en douter au début, ça peut commencer comme un film choral, un film de bande d'amis IES, avec Laetitia Doche à peu près à égalité. Et en effet, je crois que Sarah Forestier se trouve une sorte de place qui n'était pas garantie par le type d'emploi que par ailleurs elle cumule au cinéma comme étant la vraie chiante, j'allais dire, même pas l'attachante théoriquement. Oui, c'est vrai, non, mais le choix justement de Sarah Forestier faisait partie des choses qui pouvaient m'inquiéter, même si je trouve que ça peut être une grande actrice, mais disons que, par exemple, avec des films comme Le Nom des gens, on l'associe quand même à quelque chose un peu de l'ordre de la provocation, du coup d'éclat et de la grossièreté aussi, ce qui peut être bien, hein, mais là c'est bien que le film soit pas grossier. Il est un petit peu à certains moments, mais je trouve que c'est bien qu'il se donne la dignité de ne pas l'être à chaque scène et d'offrir un peu mieux à ses personnages que un horizon de vulgarité facile, de burlesque facile, voilà. Après, le canevas est quand même là, hein. Enfin, c'est là ce que je dis quand je dis que c'est rattrapé par de la subtilité, mine de rien. On vient d'entendre la bande-annonce sur le papier, ça ressemble totalement à. Et je pense que, évidemment, qu'il y a des tas de situations qu'elle emprunte quand même à tous ces films-là et ces séries-là qu'on a citées plus tôt et qu'elle a sûrement vues. Et moi, il y a des choses, il y a des moments où ça me pose un peu problème quand même. Je trouve que moi, la voix off, elle me saoule, franchement. Je trouve qu'elle vient un peu... elle vient rendre un peu facilement anecdotique le défilé des garçons et de machin. Enfin, elle vient un peu trop ironiser sur le personnage. C'est surtout très pratique. C'est surtout un moyen de rythmer le film de manière très pratique, cette voix off. Oui, voilà. Et il y a aussi des rapports. Il y a des choses un petit peu faciles. Le fait que son petit boulot, un de ses petits boulots, ce soit serveuse, ça, je trouve qu'il y avait quand même un peu plus original à faire. D'autant plus que ça coupe le film d'une contemporanéité parce que elle est serveuse comme on pouvait l'être il y a 20
100 ans, il y a 100 ans ou il y a 300 ans. Donc, pas il y a 300 ans. Si, c'est possible, si. 300 ans. Donc voilà, là, il y a des choses quand même où je trouve que le film a manqué d'originalité. C'est plutôt dans son autre boulot où là, il y a la peinture un peu moqueuse d'un milieu que j'avais pas trop vu au cinéma, parce que c'est un film sur le milieu de la bande dessinée dont on découvre un peu voilà, les archétypes, les manières d'être hypocrite. Voilà, c'est aussi un aspect assez marrant du film, ça. Moi, dans les facilités que j'en trouve beaucoup au film aussi, il y a vraiment l'utilisation du noir et blanc, que j'avais tout à fait oublié, pour être honnête. C'est-à-dire que j'ai vu le film avec plaisir, et puis je me suis rendu compte il y a quelques jours, en revoyant la bande-annonce, que oui, c'était en noir et blanc. Et je suis pas sûre de comprendre ce que vient faire l'effet noir et blanc, sinon comme pur effet de style et donc de catégorisation du film, d'auteur, dans une sorte de lignée. Thierry Chach, je vois que vous n'êtes pas trop d'accord. Non, mais en même temps, vous comprenez ce que je comprends je trouve que ça met là aussi le film au départ dans une lignée avec, on pense Nouvelle Vague, on pense Francesca, on se dit on l'a déjà vu. Donc je pense qu'il y a vraiment, c'est pas une facilité. Moi je pense que comme le boulot de serveuse, c'est parce qu'elle l'a été. Là j'y vois vraiment la patte moi d'une auteure de BD qui préfère le noir et blanc juste pour styliser ses personnages et qui, je me trompe peut-être, mais qui n'y voit pas un clin d'œil à Philippe Garrel et tout ça. Et si on me demande pourquoi ce film est en noir et blanc, je suis absolument incapable de répondre. Mais moi ça ne me gêne pas dans le récit, c'est-à-dire que vous dites que vous l'aviez oublié, moi je l'ai oublié même pendant le film parce que je suis quelque chose et je me dis pas, ah tiens, je ne cherche pas la référence au truc. Je pense qu'il n'est même pas question de référence, il est question de goût personnel et de se dire, voilà, j'ai plus envie de filmer ces héroïnes-là en noir et blanc, voilà, comme dans un cadre de BD. Ce serait finalement une sorte de choix bichromique, graphique et pas cinématographique. Je pense. Théo, je crois moi j'ai vu passer une interview où elle a quand même parlé de sa découverte de la cinéphilie classique avec un papa qui était très cinéphile et qui lui montrait les films d'Elia Kazan. Et donc je pense qu'elle a un peu ce goût-là et que c'est une coquetterie. Après, c'est une coquetterie qu'elle exécute avec un certain soin. J'ai le sentiment qu'elle a pensé son noir et blanc et qu'il y a des travaux de contraste, ou au contraire des moments de grande blancheur soudaine qui sont un peu... qui sont choisis. Ça ne me dérange pas que le film le soit parce que c'est pas trop mal fait, mais par contre à la base je crois que c'est quand même un peu une coquetterie. Playlist de Nina Antico est en salle. France Culture, la critique, Lucille Como. La réalisatrice Céline Sciamma revient auréolée du grand succès qu'a connu son dernier film, La jeune fille en feu, avec Petite Maman, un film plus intime, une petite forme, dont les héroïnes sont deux petites filles. On en écoute tout de suite la bande-annonce. C'est quoi? C'est mes trucs d'enfant. Elle avait tout gardé. C'était pas la reine de l'orthographe. Maman, tu la faisais où ta cabane? Dans les bois, juste derrière. Ça te fait de la peine d'être ici? J'aimais bien cette chambre. Moi aussi, je suis triste. Elle a préféré partir ce matin. On a décidé que ce serait mieux comme ça. J'ai une mission pour toi. Le placard, dans le couloir. Comme ça, on part vite d'ici, puis on la retrouve. Tu viens m'aider? Je t'avais jamais vu avant. Tu m'as pas dit comment tu t'appelais. Nelly. Je suis chez ma grand-mère. Elle est morte la semaine dernière. J'aime bien faire des petites tiges de chocolat et les manger. J'ai retrouvé l'endroit de la cabane de maman. On ne parlait jamais de quand vous étiez enfant. T'exagères, on te raconte tout le temps. Oui, mais c'est que des petites histoires. J'ai un secret. Je suis ton enfant. Tu viens du futur. Tu seras d'accord pour que je dorme chez elle? Quand? Je sais pas, elle m'a pas encore invité. Je pense déjà à toi. Je suis contente qu'on se soit rencontrés.
Nelly a 8 ans et quand le film commence, on la découvre dans le silence d'une maison de retraite avec sa mère. Elle dit doucement au revoir. Sa grand-mère vient de mourir. La voilà dans une voiture, puis dans une maison au décor vieillot, la maison de l'enfance de sa mère. Il faut la vider. Un jour, dans la forêt environnante, elle rencontre une autre petite fille qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau et qui vit dans la même maison. Ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est assez simple, Thierry Chaise. Moi, je dois avouer que j'ai été emballé par ce film, alors que je ne suis pas toujours absolument fan de tout le travail de Céline Sciamma. Moi, je reconnais à Céline Sciamma c'est quelque chose de sociétal qui s'est capté vraiment un air du temps avant qu'on en parle, mais il y a toujours chez elle une cérébralité qui fait que je vois par moments, et ça me met à distance du film. Je pensais notamment à Portrait de jeune fille en feu, où je sens que l'émotion doit arriver à la fin. Là, c'est absolument tout le contraire. 72 minutes. C'est peu. Très peu. Mais elle aurait pu faire 90 minutes. Et je pense que la durée est importante. Parce que elle s'enlève, en 20 minutes de moins, plein d'explications. Ce que j'ai aimé avec ce film, c'est quelque chose que je vois rarement. C'est vraiment un film filmé à hauteur d'enfant, à hauteur de ses 2 enfants. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'une fois qu'on part donc du postulat, quand on est dans la bande-annonce, je suis ton enfant, on y croit. Tout le monde y croit, les personnages y croient, le spectateur y croit, parce que Céline Sciamma ne va pas essayer de nous expliquer « Ah, la mère a disparu, pourquoi ?» Non, on rentre dans le jeu totalement, et à partir de là, on est capable de croire à tout ce qu'elles vont dire. Et je n'ai jamais été autant emporté comme ça dans un film Céline Sciamma, où d'un seul coup, et pourtant elle me parle là de choses très concrètes, qui au départ, on pense que c'est un film sur le deuil, ça devient un film sur la transmission, et cette question, est-ce qu'on devient tous nos parents ? Mais ces questions-là, une fois encore, il y a un geste cinématographique tellement limpide et tellement clair, qui pour moi est nourri aussi de son travail sur Ma vie de courgette, à mon avis, qui lorsqu'elle parle d'enfance, film d'animation, en parle magnifiquement. Théo Ribeton. Moi, ça n'a pas du tout marché sur moi. C'est peut-être parce que vous êtes encore un enfant. Alors justement, parce qu'apparemment la durée, qui pour moi suffit largement, apparemment a été choisie pour que le film puisse être vu et aimé par des enfants. Ça, on en reparlera peut-être, c'est intéressant d'en parler. Je demande à voir. Mais, oui, je suis un peu d'accord avec vous. Effectivement, il y a quelque chose d'un petit peu fantastique. Je crois que le terme serait plutôt qu'elle veut faire une situation de mythe, en fait. Il y a un élément de mythologie. Imaginez une situation où enfant, on rencontrerait sa mère, enfant. Quelque chose d'un peu théorique qui est propice à la philosophie ou à la psychanalyse. Je crois que le film essaye de travailler ça. Et j'en saisis un peu l'idée générale qui est une forme de féminité ininterrompue, en fait. C'est une lignée de femmes, mais une espèce de continuité de femmes qui s'auto-engendre, parce que voilà, on est la fille de sa mère, qui est la fille de sa mère, qui est la fille de sa mère, et toutes ces femmes sont, par le truchement du fantastique, partagent un même espace. Voilà, donc ça essaye de travailler ça, et ça pourrait être vraiment intéressant, mais moi j'ai vraiment un problème que je ne saurais pas comment le dire plus simplement que ça, mais que je trouve ça raté. Enfin, je trouve que les scènes ne fonctionnent pas, que ça ne marche pas. Je vois les intentions. Quand on fait un film en France, en tout cas, on fait un scénario et on fait une note d'intention. Et là, je vois le scénario et la note d'intention, mais le film ne se produit pas. Il n'a pas lieu. Il n'y a pas la magie. Il y a la désignation d'une magie possible, éventuelle, qui peut être discutée, mais rien ne prend. Pour moi, à cause d'un problème, et je reviendrai ensuite, je vais laisser Thierry parler, de direction d'acteur qui est vraiment une faiblesse. C'est drôle parce que ce que vous dites là, de ce film-là, c'est ce que je ressens pour l'autre volet des films de Céline Sciamma, quand elle fait, en effet, comme le disait Thierry, des films à grande ambition, où on voit beaucoup la forme et où on ressent pas grand-chose. Là, j'ai l'impression qu'il y a une grande réussite du film, c'est que c'est en effet une forme, c'est un conte, c'est une boîte, c'est très formellement fermé, et en même temps, excède de ça, moi je trouve une grande émotion. Je suis sortie très très émue par le film. Thierry Chaise. Non, mais c'est entièrement d'accord, mais je vois ce que Théo veut dire, mais alors j'ai vraiment été, c'est la première fois que dans le film Céline Sciamma, je suis vraiment pris du début à la fin, que je suis prêt à croire au jeu, en fait. Et du coup, j'oublie le concept parce que je suis avec ces gamines et je me dis qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer dans un film qui n'est pourtant pas avec un rythme à grand rebondissement et qui prend le temps justement pour moi de quand on est enfant, comme on parle par moments, on parle longuement pour pas dire grand-chose, et c'est
Elle accepte ça. J'aime aussi la manière dont Claire Maton a construit sa lumière. La chef-op. La chef-op. Je trouve qu'il y a une nostalgie, mais qui n'est jamais passéiste. Il y a tout ce film est pour moi en effet un flot d'émotions permanent, mais cette fois-ci, contrairement à Portrait de la jeune fille, par exemple, elle ose le faire du début à la fin et on n'attend pas une potentielle dernière minute pour libérer tout ce qui s'est passé. Et c'est vraiment un film que j'ai ressenti physiquement, je dois dire. Oui, elle assume en fait de montrer sa forme. Céline Sciamma, elle a par exemple choisi de tourner en studio et ça se voit beaucoup. La manière dont c'est tourné à l'intérieur de ce décor de maison. On est en train de déplacer des meubles, on se rend compte qu'il reste des petits morceaux de papier peint anciens des années 70 derrière le frigo, ce genre de détails qui sont à la fois là pour accrocher quelque chose d'une émotion authentique et en même temps extrêmement construit parce que cette découverte par exemple du pan de papier peint, elle se fait dans une lumière qui est totalement artificielle. Et là, Céline Sciamma, elle montre ce qu'elle est en train de faire. Et de ce point de vue, je trouve ça plutôt honnête comme démarche cinématographique, Théo Ribeteau. Après, ça, c'est cohérent, mais c'est son goût du contrôle. Elle a toujours été comme ça. Ça, c'est vrai que c'est son truc. Là, elle joue à la maison de poupée, en fait. Tout à fait. Plus que jamais. Mais sauf que, juste, je disais que pour moi, il y a un problème de direction d'acteur. Faut le dire précisément et sans l'imputer aux enfants, parce que je pense pas qu'un enfant puisse mal jouer en soi. Un enfant, c'est fait pour jouer. Ça s'intéresse pas à grand chose d'autre que jouer, et ça a pas besoin d'un tournage ou d'une réalisatrice pour jouer. Donc quand on travaille avec un enfant, normalement, je dis pas que c'est censé être facile, mais on est censé... oui, parce que c'est souvent raté quand même. Oui, mais en fait, on est censé accompagner ça, on est censé essayer d'accompagner son flot de vie, son intention, on est accompagner une faculté naturelle à jouer. Et là, je trouve que les deux petites filles, elles sont complètement empêchées sur ce plan. J'ai l'impression qu'elles osent à peine respirer, elles sont sur un mode un peu de récitation, même quand elles s'amusent. Il y a une scène comme ça où elles font des crêpes en riant fort, etc. Je sais pas pourquoi, mais il y a une tension dans cette scène. J'ai l'impression qu'elles sont séquestrées. Mais c'est très lourd, de toute façon, tout est très lourd. Pourquoi quand elles ont un gâteau d'anniversaire avec des bougies, mais parce que c'est triste, les gâteaux d'anniversaire, Théo. Il y a une ambiance de film d'horreur. Mais il y a vraiment une tension parce que je sens. Mais vous aimez trop l'enfance, Théo. C'est ça. Mais peut-être. Mais du coup, genre là, j'ai l'impression que ces petites filles, elles ont pas eu la possibilité de se lâcher, et je les sens en train. Je trouve qu'elles sont en train de faire les bonnes élèves. Voilà. Et je leur reproche pas. Et là, je trouve qu'il y a un problème de direction d'actrice. D'ailleurs, on peut parler du choix des acteurs parce que c'est intéressant. Il y a aucune star du cinéma. Il y a Stéphane Varupen qui est une star du théâtre puisque c'est un comédien de la Comédie Française. Nina Meurice, qui a joué plutôt dans des courts-métrages. Exactement. Et qu'on va peut-être plus voir, je crois, et qui, moi, je trouve excellente. Il y a quand même un choix très intelligent, je trouve, dans à la fois l'écriture des rôles de parents et le jeu des parents, Thierry Chef. Ah oui, alors on peut dire que c'est du contrôle fric au maximum, là encore, parce que puisqu'on fait un projet de 1h12 qui paraît un petit film, entre guillemets, on prend évidemment pas de grands noms, mais moi, je suis comme vous très amateur du travail de Nina Meurice, et je trouve qu'elle est pas... Enfin, il y a un casting parfait. Moi, je suis moins gêné par les enfants, mais je me posais une autre question tout à l'heure, c'est est-ce que du coup les enfants vont accrocher à ce film-là? Et là, malgré tout mon amour pour ce film, je ne peux pas aller de mauvaise foi pour dire mais c'est certain qu'ils vont accrocher. Alors peut-être à cause de ce que dit Théo, qu'ils vont sentir qu'ils vont voir des enfants maltraités quasiment devant la caméra, mais voilà, je pense que c'est un film pour adultes qui ont été enfants, plus que pour enfants qui sont en train de le vivre. Oui, parce que la dimension psychanalytique, c'est ça qui l'intéresse dans le conte, c'est pas le rebondissement ou la péripétie. Donc je pense qu'en effet, la réception par les enfants, j'ai été très surprise de lire ça dans les interviews qu'elle a données à propos du film. Pour le coup, je vois pas bien. Théo Ribeteau. Non, je voudrais aussi mentionner un collaborateur régulier de Céline Sciamma, et où là pour moi c'est aussi un moment où franchement c'est presque un gag, c'est Parawan. Là je trouve qu'il y a un moment c'est la musique. C'est la musique qu'on entend dans la bande-annonce qui fait irruption vers la fin. Je ne spoilerai pas de quelle manière. Ça a toujours été un peu une facilité pour les films de Céline Sciamma. Un moment comme ça, on ouvre le robinet à électro et on fait un grand c'est grand une facilité pour beaucoup de films français. Bien sûr. mais donc là avec peut-être quelque chose qui se réfère au cinéma américain des années 80, à Breakfast Club, où voilà, il y a un moment où d'un coup on va un peu soulever le diaphragme de l'émotion du film avec des personnages ralentis, l'impression qu'il se passe un truc fort, et on va essayer d'embraser le truc comme ça, mais là ça vient vraiment se plaquer sur... même quand
si on aime ce film et si on aime sa modestie, je pense qu'on peut peut-être être d'accord avec ça. Ça vient se plaquer sur un truc qui est quand même un peu rikiki. Et donc il y a un côté, je joue mon Joker, mais de manière, c'est un rouleau compresseur sur le film, c'est un bidon d'essence sur un cure-dent, quoi. Et alors il y a une, j'ai ri à ce moment-là, franchement. Mais voilà, c'est un petit point qui a un peu achevé de me couper l'accès à ce film-là. Juste une petite chose que vous avez dite en introduction et qui m'a surprise sur la transmission du féminin. Pour moi, c'est vraiment pas la question. C'est en effet un film sur la maternité peut-être, mais vraiment pas un film sur le féminin. Déjà parce qu'elle détourne quand même d'un point de vue psychanalytique l'attirance oedipienne et que vraiment la question de la sensualité entre mère et fille, enfin moi j'ai rarement vu traiter ça comme ça et je trouve ça passionnant. Oui, mais elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Il y a vraiment l'idée qu'on devient sa mère. Enfin que vraiment, je trouve qu'on est sur un chaînon d'autant qu'on ne peut pas l'imaginer autrement. Et d'ailleurs le personnage du père il est assez touchant pour ça. Enfin, c'est vraiment une extériorité à ce schéma-là qui assume un rôle de père, mais qui en même temps... On n'est même pas sûr que ce soit le père pendant très longtemps. Voilà. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais moi, ça c'est le rapport aux parents, je le trouvais assez beau, je dois reconnaître. Mais effectivement, il y a la scène où elle rase son père, là, il y a un truc oedipien qui vient un petit peu l'échapper de ce truc-là, de cet ensorcellement où on devient sa mère et on devient sa grand-mère, voilà, qui est assez beau, je trouve. Petite maman de Céline Sciamma est en salle. J'en profite pour annoncer que Céline Sciamma et Nina Antico seront les invités de Plan Large demain chez Antoine Guillot sur cette même antenne. Merci beaucoup Thierry Chaise, merci Théo. Vous restez avec nous en studio puisqu'après le journal, nous parlerons de musique. Christophe Comte nous rejoindra au programme Georgia Smith, Queen of the Meadow et Squid.